Bonjour, dans cette vidéo, je continue à répondre à la question « Qu'entend-on par thérapie existentielle ?» en abordant cette fois-ci les notions d'isolement existentiel et de psychothérapie. Voici la carte en question. Concernant donc cette carte, comme je l'ai déjà dit, cette carte je l'ai construite à partir de l'ouvrage de Irving Yalom intitulé Thérapie existentielle, publié en 1980, dans lequel il aborde la psychothérapie fondée sur les enjeux existentiels. Il distingue 4 enjeux existentiels: la mort, la liberté, l'isolement et l'absence de sens. Il s'agit ici de cette notion d'isolement existentiel. Nous l'avons déjà abordé de façon détaillée dans la première partie consacrée à l'isolement existentiel. Et nous allons maintenant l'aborder à travers le croisement entre la notion d'isolement existentiel et celle de psychothérapie. Donc nous nous intéressons à ce deuxième chapitre portant sur cette notion. Et nous pouvons introduire cette notion d'isolement existentiel en disant que pour le psychothérapeute, l'isolement existentiel va constituer un cadre de référence qui va permettre de comprendre un certain nombre de phénomènes qui peuvent parfois être déconcertants et complexes que le psychothérapeute va observer chez la personne qui vient le consulter. Et cette compréhension que le thérapeute va avoir de son patient, il va pouvoir la transmettre à son patient dans le but de clarifier sa situation et d'interpréter aussi sa situation. Notons également que cette notion d'isolement existentiel, elle peut aussi constituer le pivot central d'une stratégie thérapeutique à travers la confrontation finalement à l'isolement, et elle permet aussi de comprendre la relation patient-thérapeute à différents niveaux. Donc nous allons aborder ces 3 points dans les branches qui suivent. La première branche s'intitule « Un guide pour la compréhension de relations interpersonnelles ». La deuxième branche, la confrontation du patient à l'isolement. Et la troisième, l'isolement et la rencontre patient-thérapeute. Commençons donc par nous demander en quoi la notion d'isolement existentiel peut-elle constituer un guide pour comprendre les relations interpersonnelles. Notons que le plus souvent, les individus qui sont en proie à l'intérieur de l'isolement et qui cherchent à s'apaiser en s'appuyant sur la relation, c'est-à-dire qui cherchent à s'apaiser via un mode interpersonnel, eh bien ces individus peuvent tenter pour s'apaiser de faire partie d'autrui. Ça peut être en tentant d'être aspiré par un autrui qu'ils voient comme une personne plus grande qu'eux. Ça peut être aussi de tenter de faire partie d'autrui en tentant d'avaler autrui. Tout ça, ce sont des phénomènes qui vont soulager justement la vulnérabilité qui est ressentie devant la solitude. Pour certains aussi, la présence d'autrui va être un moyen de se sentir exister ou encore un moyen de s'élever. Certains vont aussi utiliser les rencontres sexuelles comme un moyen de se croire dans une relation authentique alors qu'elle ne l'est pas dans ce cas. En fait, le problème quand l'aide est recherchée dans la relation, c'est-à-dire à l'extérieur, c'est que l'individu va souvent avoir le sentiment, non pas qu'il veut, mais qu'il doit justement chercher cet apaisement extérieur, et de ce fait, la relation va se baser non pas sur la croissance, mais sur la survie. Et dans ce cas, l'individu souvent a besoin d'une relation authentique, mais il est peu apte à en construire une. Alors, quand l'individu apaise justement son isolement via la relation interpersonnelle, eh bien, le thérapeute peut en premier lieu tenter de l'aider à identifier et à appréhender justement son mode relationnel vis-à-vis d'autrui. D'autre part, le thérapeute peut tout à fait s'appuyer sur l'idéal de la relation, c'est-à-dire sur ce qu'est une relation affranchie des besoins, ce qu'il va utiliser justement comme un point de comparaison, de manière à pouvoir jauger la pathologie de l'individu. Et en cela, le thérapeute peut se poser les questions suivantes. Par exemple, l'individu établit-il des relations uniquement avec des individus qui peuvent lui apporter quelque chose? Est-ce que l'individu utilise autrui pour être en lien avec un tiers? Dans ce cas-là, on en revient à cette question évoquée par Yalom, qui est de se demander combien de personnes y a-t-il dans la pièce, que nous avons développée dans la carte précédente.
Le thérapeute peut se demander si l'individu essaie vraiment de connaître pleinement autrui, s'il s'intéresse vraiment à la croissance d'autrui, s'il retient ou non des parts de lui et s'il a une écoute attentive en séance. Et le fait de comprendre les relations de l'individu va avoir justement un potentiel thérapeutique immense, tout comme le fait d'ailleurs de comprendre les relations qui existent entre le thérapeute et le patient. Et c'est la raison pour laquelle il est important de toujours chercher à en apprendre le plus possible sur les relations que l'individu établit avec autrui. Alors, nous pouvons également souligner le fait que le thérapeute, il peut éventuellement orienter l'individu vers une thérapie de groupe. L'intérêt de la thérapie de groupe, c'est que dans ce cadre, les schémas relationnels déformés d'un individu vont se révéler de façon assez flagrante. Yalom l'illustre avec le cas de Eve, qui est une personne qui participe à un groupe depuis 6 mois. Et comme tout participant à un groupe, elle a reproduit dans le groupe le schéma interpersonnel qu'elle va déployer, qu'elle déploie justement dans sa vie. Alors, sa personnalité est limite, elle est assez passive, peu marquante, elle n'est jamais prise au sérieux, ni par elle-même, ni par autrui, et elle est heureuse de son statut de mascotte dans le groupe. Et puis, un jour que le groupe était réduit du fait de l'approche des fêtes de Noël, elle se mit à parler de son malaise d'être dans un groupe réduit ce jour-là et du fait qu'elle n'avait pas envie d'être dans une séance intense. Et elle parlait justement de façon assez détachée de ses sentiments par rapport au petit groupe. Et à ce moment-là, une participante lui dit qu'elle ne supportait plus de l'écouter, qu'elle parlait comme si personne n'était là et qu'elle s'adressait à un lieu vide, d'ailleurs dans le groupe. Et effectivement, tous les participants dirent qu'elle n'était en lien avec personne, qu'elle ne révélait rien, donc ils ne la connaissaient pas et que de ce fait, elle n'avait pas d'importance pour eux. Alors le thérapeute l'incita à tenter d'entrer en lien avec les participants et elle dit alors des banalités sur les sentiments qu'elle éprouvait vis-à-vis d'eux. Le thérapeute lui demanda d'estimer sur une échelle de 1 à 10 sa prise de risque concernant les paroles qu'elle adressait justement aux participants et elle les estima à 2 ou 3 et donc assez bas comme elle le dit. Et le thérapeute l'interrogea sur les conséquences si elle augmentait un petit peu justement sa prise de risque. Et elle dit alors qu'elle révélerait son alcoolisme au groupe, ce qui fut bien évidemment une révélation pour tous. À ce moment-là, le thérapeute l'encouragea à s'ouvrir en partageant son ressenti sur le fait d'avoir été longtemps dans le groupe sans pouvoir parler de son problème. Donc, notons qu'ici, il s'agit d'un encouragement au dévoilement horizontal, ce qu'on peut appeler aussi le métadévoilement, qui est d'aider l'individu à en dire plus sur le dévoilement lui-même, ce qui est un moyen pour permettre à l'individu de se faire connaître des autres pleinement et dans l'instant immédiat. Donc c'est différent du dévoilement vertical qui reviendrait à en savoir plus sur le secret. Et elle dit alors se sentir infiniment seule dans le groupe, comme coupée de tous, qu'elle se sentait pétrie de honte par rapport à son alcoolisme et incapable de se dévoiler, d'être avec les autres à cause de son alcoolisme. À ce moment-là, le thérapeute amorça un travail thérapeutique en inversant le propos d'Ève. Il dit qu'elle ne se cachait pas parce qu'elle buvait, mais qu'elle buvait parce qu'elle se cachait, parce qu'elle était peu investie dans le monde. Et elle expliqua qu'effectivement, quand elle rentrait chez elle, elle se sentait seule et perdue et que soit elle se rêvait jeune et aimée par des individus importants, soit elle buvait pour soulager la souffrance de sa solitude. En fait, elle prit conscience qu'elle établissait un lien avec autrui pour être protégée, finalement pour être prise en charge, et que finalement elle n'était pas pleinement en lien avec autrui parce qu'elle ne voyait qu'une partie d'autrui et elle ne révélait qu'une partie d'elle. En fait, elle ne révélait que la partie d'elle-même qu'elle voyait comme ne risquant pas de faire fuir autrui, qu'elle envisageait comme un protecteur potentiel. Et donc dans le groupe, elle comprit la façon dont autrui percevait son comportement et ce que son comportement suscitait chez autrui et que son comportement était loin de susciter la sollicitude qu'elle aurait aimée parce que son attitude de demande était telle, en fait elle était tellement en demande, trop en demande et elle était assez réticente à s'engager pleinement qu'au final elle comptait assez peu
pour autrui. C'est ça qui faisait qu'elle comptait peu pour autrui. Et donc, on voit ici la force du groupe thérapeutique, donc, dans lequel les retours sont riches et variés, les retours des participants, et ils sont beaucoup plus instructifs qu'un retour unique d'un thérapeute, même si bien sûr le thérapeute peut donner ces informations. Notons par ailleurs que les relations entre les participants d'un groupe, elles vont permettre aux individus de déployer leur pathologie personnelle, mais elles ne deviennent que rarement, en dehors de la thérapie, des amitiés durables et gratifiantes. Alors, notons également que les données du groupe, elles peuvent être aussi utilisées par le thérapeute, donc bien sûr comme des données de première main, puisque l'individu donne directement à voir ses relations en temps réel, mais ça peut être aussi utilisé comme moyen de comprendre la problématique relationnelle de l'individu, et le thérapeute peut les utiliser pour aider justement l'individu à identifier son comportement, à identifier l'impact de son comportement sur autrui et à identifier sa responsabilité dans son propre isolement. En fait, le groupe peut aussi d'ailleurs être utilisé pour faire une répétition avant de se lancer dans le monde, étant donné que le cadre du groupe est sécurisé, eh bien, l'individu va pouvoir tester de nouvelles façons d'être en lien avec autrui. Donc, au final, on peut dire que le groupe, au-delà du fait qu'il va permettre l'expression de pathologie, qu'il va permettre de faire diverses répétitions comportementales avant de se lancer dans le monde, eh bien, le groupe est thérapeutique dans la mesure où il va permettre l'établissement de relations réelles avec des personnes réelles. Et ces relations, elles sont constructives et elles sont thérapeutiques en elles-mêmes et par elles-mêmes, justement. Et donc le groupe, il peut aider les individus en déclinant donc les individus qui déclinent les relations. C'est le cas des individus qui, par exemple, en institution, vont rester le plus possible dans leur chambre pour des activités en solitaire, comme des rêvasseries, des lectures et ainsi de suite. C'est le cas des individus qui établissent finalement peu de contact avec les autres et qui ne parlent que quand quelqu'un leur parle. C'est le cas aussi des individus qui expliquent leur retrait par dépression, par peur d'être jetés, par le fait de n'avoir rien en commun avec autrui ou de ne pas supporter les pertes, ou encore par le fait qu'il est inutile d'investir de l'énergie dans une relation qui est vouée à être seulement temporaire et qu'il est mieux de privilégier les amitiés durables. Évidemment, tous ces arguments sont des arguments qui peuvent être entendus. On peut se demander à quoi ça sert d'entretenir une relation non permanente dans une société moderne où les institutions et les réseaux sociaux manquent de stabilité. Néanmoins, voilà, ces éléments peuvent et doivent être entendus et ce sont des points de départ pour pouvoir aider l'individu. Et donc, Yalom l'illustre avec le cas de Anna, qui a une personnalité borderline. Elle est isolée, elle est amère, elle est hospitalisée suite à une tentative de suicide. Et sa question récurrente est la suivante, elle se demande à quoi servent les gens. Et elle évitait donc les contacts avec autrui et les ateliers de groupe au sein de l'hôpital, puisqu'elle n'y voyait que des relations superficielles et fausses, et que sa voix intérieure lui rappelait sans cesse la fausseté dès qu'elle partageait un sentiment avec quelqu'un, dès qu'elle établissait en fait un lien avec quelqu'un. En fait, elle se sentait seule, elle se sentait terrorisée, bien qu'elle se sentait aussi intéressée par la chaleur qui se dégageait des relations des autres. Et donc, en groupe, le thérapeute l'incitait à établir des contacts avec les autres en tentant de pénétrer justement dans leur monde expérientiel sans s'analyser elle-même ni les choses, sans se demander à quoi bon. Et lors d'une séance, elle pleura avec un participant et pour ce participant. Et le thérapeute lui demanda alors de décrire son expérience, c'est-à-dire son expérience dans l'ici et maintenant à travers deux processus, c'est-à-dire l'expérience en elle-même, mais aussi à travers une élaboration résultant de cette expérience. Et elle dit alors s'être sentie vivante, impliquée dans la vie d'autrui. Elle dit qu'elle a à ce moment-là laissé de côté sa conscience d'elle-même et son désespoir. Et donc, elle fut le temps de la séance dans la vie elle-même et non pas à l'extérieur de la vie à l'observer comme si elle était derrière un vitrage. Et elle put répondre à sa question sur l'utilité des gens, c'est que les relations, elles enrichissent justement le monde intérieur. Donc le thérapeute savait qu'elle essaierait d'annuler l'expérience en la qualifiant de fausse, mais le thérapeute savait aussi qu'elle avait pu entrevoir la manière dont une relation permet justement de dépasser l'isolement.
parce que la rencontre, la relation change l'individu, et cela même si elle est brève. En fait, la rencontre, la relation peut devenir un point pivot une fois qu'elle est internalisée. C'est ce qui permet de se dire qu'une rencontre authentique est possible, et c'est ce qui permet aussi de se rappeler la gratification que ce type de rencontre peut procurer. Alors, le thérapeute, il peut aussi avoir en tête qu'une relation brève peut de toute façon avoir un impact durable. Et Yalom cite le philosophe Bertrand Russell, qui lui-même parle de sa rencontre de quelques heures avec l'écrivain Joseph Conrad, une rencontre qu'il eut en 1913. Il dit la chose suivante: « Dès notre première rencontre, nous avons causé avec une intimité qui allait constamment croissant. Il semblait que nous nous enfoncions graduellement à travers les strates de tout ce qui constitue le monde superficiel, afin d'atteindre le feu central auquel nous parvenions ensemble. Je n'ai jamais fait d'expérience comparable. Nous nous regardions mutuellement dans les yeux, mi-effrayés, mi-ravis de nous retrouver l'un l'autre dans ses profondeurs. L'émotion que je ressentais avait l'intensité d'une passion amoureuse, mais en même temps, elle embrassait tout. Je suis partie comme éblouie et presque incapable de me retrouver dans la routine des affaires quotidiennes. » Donc, il dit qu'il ne fut plus le même suite à cette rencontre, et que cette relation intériorisée impacta ses attitudes par rapport à la guerre et au coup du sort, et également les relations qu'il noua par la suite. Et donc, il est intéressant aussi pour le thérapeute d'avoir en tête que les individus peuvent se perdre, justement quand ils évitent les relations intimes durables, quand ils ne s'impliquent pas dans des relations longues, et en ne s'impliquant donc que dans des relations brèves, et que, bien sûr, aucune relation ne peut se garantir d'être permanente. Mais pourquoi éviter d'établir une relation authentique sous prétexte justement qu'elle risque de ne pas avoir de futur? En fait, ceux qui limitent leur relation à quelques individus, ce sont souvent ceux qui ont des difficultés à établir des liens à autrui, et leur peur de l'isolement est telle, elle est tellement démesurée qu'ils vont saboter les possibilités de relations. Et d'autre part, ceux qui établissent des liens authentiques, sont eux en contact avec autrui dans une attitude aimante, et ils ne sont pas en relation pour combler un besoin. Ce sont des personnes qui vont avoir un monde riche et qui vont voir leurs angoisses existentielles être apaisées justement par la relation. Concernant l'isolement existentiel, nous avons également dit qu'il peut constituer le pivot central dans une stratégie thérapeutique, et cela à travers la confrontation à l'isolement. Nous allons donc nous intéresser à la confrontation du patient à l'isolement. En effet, durant la thérapie, donc c'est le travail important qui se profile, c'est un autre travail important qui se profile, le fait d'aider l'individu à se confronter de façon directe à l'isolement existentiel. Alors il va s'agir en fait pour l'individu d'explorer son angoisse d'isolement et d'explorer ses sentiments de solitude et de perdition. En effet, cette confrontation à l'isolement, elle est indispensable parce que la relation interpersonnelle, si elle peut apaiser l'isolement, elle ne peut pas supprimer l'isolement. Et durant la thérapie, l'individu découvre bien sûr les gratifications de la relation, de l'intimité, mais il découvre aussi les limites de la relation, c'est-à-dire ce qu'il ne peut pas obtenir de la relation avec autrui. Et c'est d'ailleurs ce que Yalom a pu identifier dans un travail de recherche, où il a constaté que les individus qui ont eu une thérapie positive, c'est-à-dire qui s'est révélée être efficace, eh bien ces individus ont souligné l'importance justement de la conscience des limites et l'importance du fait de se rendre compte qu'ils doivent faire face seuls à leur vie, et cela quel que soit leur niveau d'intimité avec les autres. Alors que faire face à l'isolement? Eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de s'y confronter et de l'assumer, tout simplement parce que nous serons toujours seuls et vulnérables. Cependant, le fait de voir que autrui est logé à la même enseigne, qu'il en est de même pour autrui, alors évidemment
pour s'en rendre compte, ça suppose de s'ouvrir un minimum sur autrui en sortant de sa monade. Mais en tout cas, voilà, de tisser un lien à cet autrui qui vit la même expérience que nous, c'est, comme le dit Yalom, voir un peu d'autres navires sur l'océan. Le fait d'être seul sur un navire, mais de voir qu'il y a d'autres navires, eh bien, leur présence va donner du réconfort, et cela même si on ne peut pas atteindre ces autres navires. Donc, c'est ce qui va permettre finalement de transformer le sentiment d'isolement en compassion pour les autres, et c'est ce qui va apaiser justement l'angoisse. Alors, notons que la compassion, justement, et sa sœur jumelle, l'empathie, apaisent, mais elles ne peuvent pas se construire sur de la panique, elles vont se construire seulement si un certain niveau d'équilibre existe. Et donc pour trouver cet équilibre, l'individu doit absolument débuter par une confrontation à l'isolement, ce qui est anxiogène, mais c'est ce qui va permettre de maturer. Alors on retrouve cela chez Camus qui dit « Lorsqu'un homme a appris, pas sur le papier, comment rester seul avec sa souffrance, comment surmonter son désir de fuite, il reste peu à apprendre. » Et bien sûr, c'est un travail du thérapeute que d'aider à cela. Et il cite Robert F. Hobson qui dit « Être humain signifie être seul. Continuer à devenir une personne signifie explorer de nouvelles modalités permettant de se reposer de notre solitude. » Et Yalom estime que c'est une bonne description justement du travail du thérapeute. Donc l'individu, il doit absolument tolérer son isolement. C'est le seul moyen pour utiliser les ressources qui vont lui permettre de faire face à sa situation existentielle. Il cite également Fromm dans L'Art d'aimer qui dit « Être capable de rester seul avec soi-même, cette aptitude est précisément une condition de l'aptitude à aimer. » Et dans ce but, il conseille la concentration seul sur la conscience de soi, et il le conseille bien avant le développement de la méditation. Il cite également Clark Moustakas dans Loneliness. Donc, il dit « En étant seul, l'individu se réalise dans la solitude et forge un lien ou un sentiment de lien fondamental aux autres. La solitude ne sépare pas l'individu, ni ne cause de rupture ou de division du moi, mais élargit bel et bien chez l'individu l'entièreté, la perspicacité, la sensibilité et l'humanité. » Donc être en lien avec autrui, mais de manière bien sûr mature et aimante, ce n'est possible qu'après s'être confronté à son isolement. Mais bien sûr, en même temps, pour tolérer l'isolement, il faut être capable aussi d'être en lien avec autrui. En fin de compte, plus le niveau d'actualisation de soi va être grand et moins l'angoisse d'isolement sera forte. C'est ce qui a été montré dans des expériences dans lesquelles des individus volontaires ont été placés 16 heures en isolement. C'est ce qui a donc pu être montré que plus le niveau d'actualisation de soi donc est grand et moins l'angoisse d'isolement va être grande. Et on peut aussi souligner le cas de figure d'un jeune adulte qui va facilement quitter sa famille si celle-ci a été aimante, mais qui va difficilement la quitter si elle a été perturbée et conflictuelle, alors qu'on pourrait penser l'inverse. On pourrait penser que le jeune, dans ce cas, va avoir envie de quitter sa famille si elle est perturbée, mais en fait, c'est pas le cas parce qu'il est mal préparé justement à faire face à la séparation. En fait, son angoisse d'isolement, elle est tellement grande qu'il s'agrippe à sa famille pour se protéger de son angoisse. Alors le thérapeute, bien sûr, il va aider l'individu à se confronter à l'isolement en l'invitant à s'isoler volontairement. Et bien sûr, il va le faire qu'une fois que la relation thérapeutique est devenue solide et une fois qu'un travail sur les autres sources d'angoisse a été entrepris. Et donc, il y a deux avantages à cet isolement volontaire, c'est que c'est le moyen déjà de faire émerger du matériel clinique. C'était le cas avec Bruce dont nous avons parlé un certain nombre de fois dans les cartes mentales précédentes, qui présentait une compulsion sexuelle et qui, isolé, a pris conscience de sa peur de la solitude et de la mort. Donc, ça a été le moyen de rapporter un matériel clinique riche qui a permis de travailler et de développer ses capacités. Et d'autre part, l'avantage concernant ce travail, c'est que c'est aussi le moyen de découvrir en soi des ressources et du courage.
Yalom fait une remarque à propos de la méditation. Il pense que le facteur de croissance de la méditation, c'est justement la confrontation à l'angoisse d'isolement, bien que ce ne soit pas du tout la conception des professeurs de méditation. Pour lui, la confrontation va dans ce cas se faire dans un état d'angoisse diminué du fait de la relaxation musculaire, de la respiration et de l'esprit qui sont calmes et tranquilles. Et cette confrontation va se faire aussi sans les défenses de déni, puisque les individus sont invités à lâcher prise, dans le sens de ne rien faire au lieu de faire. Ils sont invités à vider leur mental, à accueillir ce qui est là, au lieu d'essayer d'analyser et de catégoriser les expériences. Ils sont invités à être en harmonie avec le monde, au lieu de tenter donc de le contrôler et de le soumettre. Donc au final, ils sont invités à atteindre le satori, c'est-à-dire l'éveil spirituel, donc le fait que la réalité physique n'est qu'un voile qui cache la réalité et que la réalité n'est qu'illusion, ce qui confronte finalement à l'isolement existentiel et au fait que nous sommes isolés d'autrui et finalement que nous sommes isolés du monde. Nous avons donc vu que l'isolement existentiel constitue un cadre de référence qui va permettre de comprendre justement ce qui se passe chez l'individu. Nous avons vu que l'isolement existentiel, il peut également constituer le pivot central d'une stratégie thérapeutique et nous allons voir que l'isolement existentiel permet de comprendre la relation patient-thérapeute et cela à différents niveaux. Donc nous nous intéressons à présent à l'isolement et à la rencontre entre le patient et le thérapeute et nous commençons avec l'idée que c'est la relation qui soigne. Ce précepte finalement c'est un précepte, donc c'est la relation qui soigne, que Yalom a appris dans sa formation. L'autre précepte qu'il a appris et que nous avons déjà évoqué dans la partie sur la liberté, est que l'objectif de la psychothérapie est d'amener le patient au point où il est en mesure de faire un choix libre. Donc ce premier précepte, donc c'est la relation qui soigne, c'est pour Yalom la vérité la plus grande en psychothérapie. Pour lui, c'est la rencontre qui soigne, bien plus que les référentiels du thérapeute. Pour lui, quand la relation est positive, l'issue de la thérapie l'est aussi. Donc un bon thérapeute est authentique avec son patient, il est chaleureux sans être possessif, il a de l'empathie, il est capable d'être pleinement avec son patient, de comprendre son patient et le sens que ce qu'il vit a pour lui. Il est pleinement humain et échange de façon personnelle avec son patient et il installe une relation sécurisée et acceptante. Alors cette posture, elle est peu mise en avant dans la formation à la psychothérapie et pour Yalom, ce sont justement ces contributions officieuses qui sont essentielles, un petit peu comme les petits plus en cuisine. Et les événements critiques qui constituent des tournants en thérapie sont souvent présents quand le thérapeute sort de son rôle professionnel et quand il établit une relation qui est simplement humaine avec son patient. Il illustre son point en citant des exemples d'un livre qui s'appelle Critical Incidents in Psychotherapy. Il cite Freud aussi qui pouvait masser ses patients, qui pouvait s'entretenir avec des membres de la famille du patient, bien que pour Freud, le changement thérapeutique ne pouvait qu'être dû au travail interprétatif et à la réaction. Et Yalom mentionne son ouvrage Every Day Gets a Little Closer, a Twice-Told Therapy, dans lequel il présente des comptes rendus, des impressions qu'il a eues lors d'une thérapie avec une patiente qui, elle aussi, a fait des comptes rendus. Et les comptes rendus étaient faits après chaque entretien. Et ils ont relu donc après quelques mois les comptes rendus et Yalom fut alors frappé par l'écart entre ses propres perceptions et les perceptions de sa patiente. En fait, lui pensait que ses interprétations subtiles étaient ce qui était important, mais en fait, il constata que la patiente ne les entendait même pas. Et pour elle, c'était les petites touches personnelles qui étaient le plus important, un regard chaleureux, un compliment, un avis sur un film, c'était ça qui avait de l'importance en fait pour elle. Donc, il dit que sur un mode réel, qui est encore à préciser, la relation personnelle patient-thérapeute, c'est ce qui est capital pour le changement et c'est un facteur que le thérapeute tend à sous-estimer, tandis qu'il a tendance à surestimer ses contributions cognitives.
Alors, comment la relation thérapeutique guérit-elle? Eh bien, l'hypothèse de Yalom est que la relation a deux effets thérapeutiques. D'une part, la relation, elle sert de médiateur parce qu'elle est l'occasion pour l'individu de prendre conscience de son comportement relationnel inadapté et puis de s'essayer finalement à de nouveaux modes relationnels, et cela dans un cadre sécurisé, ce qui peut améliorer bien sûr les relations futures de l'individu. Et d'autre part, la relation a sa propre valeur en elle-même, car il s'agit d'une relation réelle qui peut engendrer justement des changements intrapersonnels. Donc, la relation thérapeutique, elle guérit car elle éclaire d'autres relations, elle sert de médiateur, et elle guérit car elle constitue une relation réelle, elle a sa propre valeur en elle-même. Ce sont ces deux points que nous allons détailler ci-dessous. Donc, la relation patient-thérapeute comme éclairage et facilitation d'autres relations, l'idée que la relation est un médiateur, et la vraie relation entre thérapeute et patient, donc l'idée que la relation a sa propre valeur. Alors, c'est donc la relation qui soigne. Intéressons-nous pour commencer au fait que la relation thérapeutique guérit parce qu'elle éclaire d'autres relations, parce qu'elle sert de médiateur. Donc, la relation patient-thérapeute comme éclairage et facilitation d'autres relations. Alors, le travail sur la relation thérapeutique qui est proposé par le thérapeute peut éclairer et effectivement faciliter les relations passées et présentes du patient, en tout cas avec les individus ressemblant symboliquement au thérapeute. En fait, utiliser la relation thérapeutique pour éclairer le passé, ça revient à transférer sur le thérapeute des sentiments et des émotions qui ont été vécus avec des figures importantes, comme par exemple les figures parentale. En fait, cette description n'est rien d'autre là que l'approche traditionnelle du transfert. Donc dans ce cas, le thérapeute est déguisé en un autre et la relation thérapeutique est semblable à un théâtre d'ombre sur la scène duquel des événements de la vie précoce vont pouvoir être rejoués. Et donc cette utilisation de la relation thérapeutique va permettre d'éclairer des événements de la vie précoce et donc est en accord avec l'objectif thérapeutique analytique. Alors, Yalom émet deux objections par rapport à cette utilisation de la relation. Premièrement, le fait qu'il n'y a pas de preuve que le dévoilement et la compréhension du passé soient des facteurs de changement en thérapie. Et deuxièmement, utiliser la relation via le prisme du transfert, c'est ce qui nie la nature humaine et la capacité à favoriser le changement de cette relation. Donc, cela nie l'idée que la relation réelle puisse soigner, et ça revient à envisager la relation patient-thérapeute comme un contenant qui transporte les éléments curatifs, l'insight, le dévoilement des événements précoces de la vie, et ainsi de suite, ce qui revient donc à considérer le contenant pour le contenu. Or, pour Yalom, c'est la relation qui est l'agent curatif. Le dévoilement du passé, la recherche d'insight, etc. ne sont intéressants et bénéfiques que du fait qu'ils mobilisent l'attention du thérapeute et du patient au moment même où le véritable agent du changement est en train de maturer, cet agent du changement étant la relation. Donc, pour Yalom, la relation va aider l'individu à comprendre ses relations présentes et ses relations futures. En effet, si l'individu tend à déformer des aspects de sa relation avec le thérapeute, eh bien le thérapeute, par son savoir, par son expérience de la manière dont il est perçu par autrui, eh bien il va aider l'individu à faire la part des choses entre déformation et réalité. Et ajoutons une remarque, c'est que chez la plupart des individus, le thérapeute évoque des figures d'autorité, parents, professeurs, employeurs, juges, etc. Et bien sûr, si le thérapeute aide l'individu à améliorer ses relations à ces personnes, il va aussi rendre service à l'individu. Alors, intéressons-nous à présent à la façon dont la relation réelle, la vraie relation entre le thérapeute et le patient peut agir. Donc, le développement d'une relation réelle, que Yalom oppose à une relation transférentielle, eh bien ce développement d'une relation réelle, c'est ce qui va permettre de faciliter d'autres relations du fait qu'elle peut être une relation comme si,
comme si le thérapeute était telle figure, par exemple. Et si elle est correctement analysée, eh bien, ça va faciliter les autres relations et concourir à la guérison de l'individu. Alors, comment la relation concourt-elle à la guérison? Eh bien, Yalom revient sur Kaiser. Kaiser pour qui le conflit universel est l'isolement, donc qui est un conflit finalement que l'individu va tenter de dépasser en fusionnant avec autrui. Le problème, c'est qu'en tentant de fusionner avec autrui, pour échapper donc à cet isolement, eh bien, l'individu ne mobilise pas son soi véritable dans la relation, qui devient de ce fait une relation inauthentique, c'est-à-dire une relation de duplicité, ce qui est le symptôme universel pour Kaiser. Et cette relation est une relation de duplicité du comportement qui va être déformé envers autrui, et cet autrui peut tout à fait être le thérapeute. Donc pour Kaiser, seule la communication peut remédier au conflit universel, c'est-à-dire à l'isolement, et aux symptômes universels, c'est-à-dire à la relation inauthentique. En fait, pour lui, à travers une communication libre, le conflit universel va cesser de contraindre l'individu à la fusion et donc cela va cesser de le contraindre aux symptômes universels, donc à la relation inauthentique. Ainsi, pour Kaiser, le thérapeute, il guérit simplement en étant avec l'individu, et pour que la thérapie réussisse, il faut que le patient passe un temps suffisant avec une personne possédant certains traits de personnalité. Alors, quels sont les traits de personnalité auxquels il fait référence? Eh bien, il s'agit d'un intérêt pour autrui, d'une conception théorique de la psychothérapie qui soit compatible avec la communication libre, d'une absence de schéma névrotique parce que cela entraverait l'établissement de la communication, d'une bonne capacité à identifier la duplicité de l'individu, c'est-à-dire la non-communication de l'individu. Et donc le thérapeute, pour Kaiser, doit suivre une règle unique et qui est de communiquer. Pour Kaiser, il n'a qu'une chose à faire, qui est de communiquer. Le reste relève de ce qui doit être. Alors, c'est bien sûr une exagération, mais cela a le mérite d'attirer justement l'attention. De ce fait, on peut dire que quand l'individu il parvient à établir un lien profond avec un thérapeute, donc un lien avec la personne réelle du thérapeute, et non avec un hologramme qui serait produit par une technique, eh bien l'individu il a déjà changé. Buber disait d'ailleurs que quand le je est en véritable lien à un tu, le je se transforme, il devient différent du je d'avant le tu. Donc, ce lien profond finalement au thérapeute va permettre à l'individu de changer parce que ce lien, via ce lien, l'individu apprend qu'un potentiel d'amour existe en chacun et il expérimente des sentiments et des émotions qui étaient dissociés chez lui, qui étaient jusque-là en sommeil chez lui, et cela parfois depuis des années. Donc finalement, il va tout simplement expérimenter de nouveaux aspects de lui, ce qui va l'ouvrir à lui-même et aussi à autrui. Et remarquons que le fait que la relation avec le thérapeute ne soit que temporaire, eh bien ça n'a que bien peu d'importance parce que ce qui importe, c'est de vivre l'expérience de l'intimité. Parce que cette expérience vécue, elle ne pourra pas être supprimée, elle sera permanente parce qu'elle existera dans le monde intérieur de l'individu et elle constituera justement un point de référence permanent et un rappel finalement du fait que l'individu, il a un potentiel d'intimité. Donc, ce qui importe, ce n'est pas la permanence de la relation, c'est de vivre cette expérience d'intimité parce que c'est ce qui initie justement la découverte de soi. Donc ce lien profond au thérapeute, il est justement une expérience d'intimité et il va plus loin que les autres relations avec des tiers, du fait que le thérapeute respecte particulièrement l'individu et qu'il est souvent la seule personne qui connaît vraiment l'individu. Et cela, donc, cette relation va plus loin du fait que l'individu, justement, confie tout à son thérapeute, ses secrets les plus sombres, ses pensées illicites, ses peines, ses vanités, ses passions, etc. Et que, malgré toutes ces confidences, il continue à être accepté sans réserve, justement, par son thérapeute. Et c'est cette expérience-là qui est particulièrement structurante.
Donc pour Yalom, la psychothérapie, c'est un processus cyclique qui va alterner entre isolement et relation, parce que l'individu est confronté à l'angoisse d'isolement, donc il instaure un lien profond et significatif à son thérapeute, et ce lien le soutient et lui permet une nouvelle confrontation justement à l'isolement existentiel, et c'est donc finalement par la profondeur de la relation que le thérapeute va aider l'individu à affronter l'isolement et finalement à appréhender la responsabilité de sa propre vie, la responsabilité solitaire de sa propre vie, c'est-à-dire le fait que l'individu est l'auteur et le responsable de ses souffrances et qu'il est le seul à pouvoir changer ses souffrances. Et c'est bien sûr aussi par la confrontation aux limites de la relation que le thérapeute va aider l'individu, car l'individu va apprendre ce qu'il peut obtenir des autres et ce qu'il ne peut pas obtenir des autres. En effet, une relation humaine véritable, c'est ce qui va faire tomber les illusions, à savoir que le sauveur ultime n'est finalement qu'un être humain, et accepter de penser que personne ne sait va éviter à minima à l'individu donc de chercher au mauvais endroit, et au mieux c'est ce qui va permettre à l'individu d'apprendre via la relation authentique que les autres sont eux aussi isolés et sont des compagnons d'humanité. Intéressons-nous à la relation thérapeute-patient idéale et commençons en remarquant que si le thérapeute se doit d'être dans une relation pleine à son patient, on peut se demander s'il construit une relation je-tu avec chaque patient, s'il aime son patient au sens de Maslow ou au sens de Fromm, et s'il est différent d'un ami véritable. Donc on peut noter qu'il existe inévitablement une dissonance entre une relation je-tu, un amour, au sens de Maslow ou de Fromm, ou encore une amitié véritable, et des séances qui vont être à tel tarif durant tant de temps, ou encore le fait de réaliser des études de cas, et ainsi de suite. Donc il y a clairement une dissonance qui fait partie, en fait, de la situation thérapeutique, et qui ne peut pas être niée, qui ne peut pas non plus être ignorée. Alors notons évidemment que la relation thérapeutique se démarque d'une relation je-tu ou d'une amitié aimante parce qu'il n'y a pas de réciprocité. En fait, c'est le patient qui va vers le thérapeute pour être aidé et non l'inverse. Et il en découle que le thérapeute doit pouvoir faire l'expérience entière du patient, il doit pouvoir entrer dans le monde du patient tel que le patient l'expérimente. De ce fait, le thérapeute va laisser de côté ses présuppositions, ses jugements, ses catégorisations. Son objectif va être de partager l'expérience du patient. Donc pour Buber, sa présence est détachée, le thérapeute est là où il est et il est également là où est le patient. Donc d'autre part, le patient, lui, il n'a pas la capacité à faire l'expérience entière du thérapeute. Il est là, lui, pour apaiser sa souffrance. Notons également que le thérapeute, il se soucie du tu présent du patient et il se soucie également du tu potentiel, c'est-à-dire du tu en sommeil du patient. Et notons bien sûr que le thérapeute vise à approfondir la relation qu'il utilise pour se guider, pour guider son intuition, en particulier son intuition de l'ouverture et de la proximité à son patient. Et remarquons que les questions du patient à son thérapeute en début de thérapie, elles n'ont pas pour but de tisser un lien ni de connaître le thérapeute, elles visent surtout à évaluer s'il est apte à répondre à ses besoins. Et elles peuvent aussi parfois viser à prendre le contrôle de la relation, c'est le cas quand l'individu se sent vulnérable et il peut se sentir moins vulnérable si le thérapeute révèle des éléments qui le concernent, qui est un point sur lequel nous reviendrons. Notons que Carlos Sequin, dans Love and Psychotherapy, voit la relation thérapeutique comme une forme d'amour spécifique. Il l'appelle l'éros psychothérapique, et donc les caractéristiques de cette éros psychothérapique
sont les suivantes. Premièrement, le fait de ne pas être réciproque, ce que nous venons de dire, et cela même si, avec la progression de la thérapie, le patient prend davantage conscience et soin de la personne du thérapeute à travers une affection qui est justement dégagée du besoin. Et d'autre part, un autre point, c'est que la relation est indestructible. Rogers dirait non conditionnel ou inconditionnel. En effet, tandis que l'amoureux peut cesser d'aimer si son amour n'est pas rendu, que les amis peuvent s'éloigner s'ils ne partagent plus beaucoup de choses, que parents et enfants peuvent aussi s'éloigner comme professeurs et étudiants, fidèles et déités, le thérapeute aura de la sollicitude pour son patient. En fait, quelle que soit l'hostilité, le narcissisme, les mensonges, la rébellion, la dépression du patient, et c'est même en raison d'ailleurs de ces éléments que le thérapeute aura de la sollicitude, car ces éléments témoignent du besoin de sollicitude justement du patient. Et cette sollicitude, elle signifie que le thérapeute, il se soucie de la croissance de son patient et non de ses propres besoins à lui-même. Le thérapeute va aussi donner vie à quelque chose qui est situé à l'intérieur du patient. En fait, il va accoucher le patient de sa vie qui n'a pas encore été vécue. Et d'ailleurs, cette idée de donner vie est la clé de l'intervention du thérapeute. Et Buber dit qu'il existe 2 moyens d'influencer l'attitude d'autrui par rapport à la vie, c'est de lui imposer ses opinions et attitudes, ce qui est la position du propagandiste, ou c'est de lui faire découvrir ses propres dispositions, ses propres forces d'actualisation, en fait ce qui a toujours été là. Et c'est la position du thérapeute qui est un possibiliteur, d'où le terme justement de dévoilement, parce qu'il est tout simplement question de découverte, ce qui ne se fait évidemment pas par instruction, mais ce qui va se faire par la rencontre et la communication existentielle. Donc plutôt que les termes de reconstruction, de déconditionnement et de modelage comportemental, le terme de dévoilement est bien plus approprié. Et d'autre part, le thérapeute est en lien sur un mode affectueux et authentique, et de ce fait, il crée des moments de rencontre authentiques. Terminons avec cette remarque qui est que il y a un problème par rapport à la description du comportement que le thérapeute doit avoir, c'est qu'effectivement, ce comportement que le thérapeute doit avoir peut être envisagé comme une technique, c'est-à-dire comme quelque chose que le thérapeute fait. Et il y a d'ailleurs des manières d'exprimer l'authenticité, l'empathie et l'estime inconditionnelle. Il y a des techniques qui enseignent, il y a des enseignements qui visent à amener des personnes à adopter ces comportements, ce qui est problématique parce que là, le thérapeute va faire, alors qu'en thérapie existentielle, le thérapeute ne fait pas. Si la technique l'emporte, tout est perdu. En fait, en thérapie existentielle, le thérapeute, il est, et c'est l'essence d'une relation authentique. La relation authentique est dépourvue de toute manipulation et elle va être complètement liée à l'élan que le thérapeute va avoir de tout son être vers justement le patient. Dans le but d'explorer cette relation thérapeute-patient idéale, il est important de faire une remarque concernant la notion de diagnostic. En effet, les thérapeutes ont appris les classifications psychopathologiques, ils sont formés au diagnostic et en mesure d'objectiver les individus, d'une certaine façon en les épinglant avec des codes, par exemple DSM, un petit peu comme des spécimens entomologiques. Mais notons que donc établir un diagnostic et puis réaliser aussi d'autres évaluations, par exemple à travers divers tests, eh bien, ça va permettre de faire la part des choses entre un problème, à savoir s'il est organique, lié à la prise d'une drogue ou psychologique, si le problème est grave ou léger, s'il nécessite ou non des médicaments, voire une hospitalisation, s'il peut être amélioré par une psychothérapie, et ainsi de suite. Ça va permettre aussi de poser les hypothèses qui concernent le pronostic et d'évaluer les tendances destructrices de l'individu envers lui-même et envers autrui, la fragilité de l'individu ou encore la capacité de l'individu à tolérer l'intimité. Donc, établir un diagnostic dans ces grandes lignes, ça permet en gros de se faire une idée générale des problèmes de l'individu. En revanche, établir un diagnostic fouillé, ça n'aide pas le thérapeute. Par exemple, établir des formulations diagnostiques psychanalytiques complexes sur l'organisation dynamique psychosexuelle, ça n'aide pas le thérapeute et même établir un diagnostic fouillé va nuire à l'instauration de la relation thérapeutique
authentique, tout simplement parce que dans ce cas, le thérapeute va être parasité par des présuppositions, par des stéréotypes. En fait, tout cela va entraver l'écoute authentique. L'écoute authentique va être déformée, comme d'ailleurs de nombreuses recherches l'ont montré. Illustrons ce point en disant que si la plupart des personnalités hystériques ont des comportements spécifiques et se débattent dans un même type de conflit, toutes ne sont pas dans ce cas. Et donc, la catégorisation diagnostique, c'est finalement surtout une activité intellectuelle stimulante qui donne au thérapeute un sentiment de maîtrise et d'ordre, mais le travail principal du thérapeute, c'est d'apprendre à tolérer justement l'incertitude. Donc, établir un diagnostic, ça permet de se faire une idée générale des problèmes de l'individu, mais ça n'informe pas le thérapeute sur la singularité de l'individu qu'il rencontre. Donc, en conclusion, le principal travail du thérapeute ne consiste pas à organiser le matériel clinique dans un cadre cohérent sur le plan matériel, en tout cas juste dans ces grandes lignes. Ça va consister essentiellement à s'engager authentiquement auprès de l'individu qui vient le voir. Nous avons dit que l'individu peut se sentir moins vulnérable si le thérapeute révèle des éléments le concernant. Nous allons donc nous intéresser à cet auto-dévoilement du thérapeute. En fait, pour apprendre à connaître un individu, le thérapeute doit faire plus qu'observer et écouter. Il doit faire pleinement l'expérience de l'individu, ce qui suppose une capacité à s'ouvrir avec franchise, parce que c'est à ce moment-là que le thérapeute va faire l'expérience de l'autre et qu'il va aussi faire l'expérience de l'autre quand cet autre, justement, réagit à cet engagement. Et bien sûr, cela suppose que le thérapeute puisse se dévoiler en tant qu'individu. Le thérapeute, il ne peut pas être détaché, passif et caché. En fait, le thérapeute doit se dévoiler, mais la question qui se pose, c'est dans quelle proportion est-ce qu'il doit révéler ses problèmes personnels, tous ses sentiments envers l'individu, son ennui, sa fatigue, ses flatulences, ses stratégies thérapeutiques brillantes. Donc la question finalement est la suivante, quelles sont les différences entre thérapeute et amis proches? Donc nous allons voir à quel point le thérapeute doit se révéler. Qui est une question qui n'a pas été posée au début de la psychothérapie avec le mouvement analytique, donc avec la psychanalyse. Le premier argument est le suivant, est que la distance émotionnelle au patient est indispensable à l'objectivité du thérapeute et à son efficacité. Selon Freud, le patient aura de forts sentiments vis-à-vis de son thérapeute et le thérapeute supprimera lui tout sentiment tendre et restera sur ses gardes. Parce que s'il perd son objectivité, il perd le contrôle de la situation et il se laisse alors emporter par les désirs du patient au lieu d'être centré sur ce qui est nécessaire pour le patient. Freud illustre son idée avec un pasteur au chevet d'un assureur mourant. Le pasteur n'a pas réussi à le convertir, mais le pasteur repart assuré. Donc pour Freud, si le thérapeute s'ouvre humainement à son patient, il sacrifie son objectivité et son efficacité. Donc pour Freud, le thérapeute doit être comme un chirurgien qui examine un organe, il doit être sans passion. Le deuxième argument dans le cadre du mouvement analytique est que l'opacité du thérapeute, elle est nécessaire au transfert qui est envisagé comme étant le pivot de la psychothérapie. En fait, pour Freud et la majorité des psychanalystes contemporains, l'analyse du transfert, c'est le travail central du thérapeute. Le transfert permet, lui, de réactiver donc les expériences précoces qui ne sont pas accessibles à la mémoire et travailler sur le transfert, c'est-à-dire aider l'individu à le vivre, aider l'individu à prendre conscience de sa dimension inappropriée par rapport au présent et puis l'aider à identifier les sources infantiles du transfert. C'est ce qui permet de mettre au jour les expériences précoces. Donc, on peut dire que dans ce cadre, si le self réel du thérapeute n'apparaît pas, eh bien, l'individu va transférer davantage sur le thérapeute. Donc, la logique, c'est une logique qui construit un thérapeute qui est une sorte d'écran blanc, d'où d'ailleurs la position de l'analyste qui est hors du champ de vision du patient. Le problème, c'est que le thérapeute ne devant pas se dévoiler, eh bien, la rencontre authentique est impossible. Et la fonction unique du thérapeute dans ce cadre va être d'interpréter. Alors, cette vision heurta quelques analystes
dont les premiers théoriciens, par exemple Ferenczi, pour qui la posture détachée et omnisciente du thérapeute causait du tort à l'efficacité thérapeutique. Et à la fin de sa pratique, il parlait ouvertement aux patients de sa faillibilité. Mais ce n'est finalement qu'à partir des années 1950 que la relation réelle, c'est-à-dire la relation non transférentielle, a commencé à être abordée dans les textes psychiatriques. Alors, on peut déjà citer en 1954 Anna Freud, qui déclarait dans un échange informel sur le transfert: « Nous devrions laisser de la place quelque part au fait qu'analyste et patient sont aussi deux personnes réelles, engagées dans une relation réelle et personnelle l'une à l'autre. Je me demande si cette absence de prise en compte n'est pas la cause de certaines réactions hostiles de nos patients que nous nous empressons de qualifier seulement de véritables transferts. » Ensuite, en 1969, donc Grinson et Wexler notent que dans les milieux analytiques, le maintien d'une posture détachée, elle persiste. Et ils disent: bien que dans les cercles analytiques, les débats sophistiqués aient cessé quant au fait de savoir si tendre un mouchoir en papier à un patient pleurant la perte récente d'un parent est un péché technique mortel, il reste néanmoins très suspect de faire ce qui pourrait s'apparenter à une expression de gentillesse envers un patient. Donc, il milite pour une relation patient-thérapeute plus humaine. Mais selon Yalom, ils ne militent pas pour les bonnes raisons. En fait, pour eux, le détachement excessif du thérapeute, il est nuisible en entraînant un transfert et un éloignement hostile qui sont irréversibles et ininterprétables. Donc, pour eux, plus le thérapeute est humain, plus cela permet au transfert de rester travaillable et interprétable facilement. Donc pour Yalom, les thérapeutes qui ne s'investissent pas émotionnellement, en fait, ils s'appauvrissent eux-mêmes et ils utilisent les rencontres avec les patients comme des moyens d'éviter la confrontation à leur isolement, c'est-à-dire l'intégration de leur propre isolement, d'où le fait que des thérapeutes ne développent jamais l'autonomie indispensable à l'établissement de relations amoureuses durables et gratifiantes. Donc accorder de l'importance uniquement au transfert, c'est ce qui va entraver toute relation patient-thérapeute qui soit authentique. C'est ce qui fait que la relation patient-thérapeute n'est vue que comme un moyen pour comprendre d'autres relations plus importantes, jugées en tout cas comme plus importantes, et c'est ce qui favorise l'attitude de dissimulation personnelle du thérapeute, ce qui va nuire à l'établissement d'un lien authentique. Et Yalom pose la question suivante: le thérapeute dont la posture est détachée et qui vise uniquement l'interprétation, est-il inefficace ou pire, est-il destructeur? En fait, notons que ce type de thérapeute et de thérapie se font rares et qu'il existe de toute façon toujours des petits plus qui vont donner une dimension humaine au thérapeute sans que ce dernier d'ailleurs en ait conscience. Alors, il existe d'autres objections au dévoilement du thérapeute. Certains thérapeutes craignent que dévoiler quelques éléments amène l'individu à vouloir en apprendre davantage. Et l'expérience personnelle de Yalom réfute cette peur. Lui, il a constaté que dévoiler à ses patients ses sentiments de l'ici et maintenant, cela a une importance et qu'il n'y a souvent pas besoin de beaucoup de révélations et que rares sont ceux qui ont cherché à en savoir plus sur lui. En fait, le besoin de l'individu n'est pas de tout connaître sur son thérapeute, c'est de savoir que son thérapeute est en lien avec lui en tant que personne et qu'il est totalement présent dans la rencontre. Donc, notre objection existe également, c'est que certains thérapeutes redoutent que le dévoilement ne mette en lumière les incongruités de la situation thérapeutique comme le paiement, la durée et ainsi de suite, avec des questions comme « Si vous vous préoccupez vraiment de moi, me verriez-vous toujours si je n'avais pas de quoi payer ?» ou « La thérapie est-elle une relation achetée ?» Alors, ce type de questions menace l'ultime secret du thérapeute qui est une vérité cruelle, le fait que la rencontre joue un rôle limité dans sa vie de thérapeute. Le thérapeute est bien plus important pour le patient que le patient ne l'est pour le thérapeute. En fait, pour Yalom, l'unique réponse à cette question, c'est que quand le thérapeute est avec son patient, il est intégralement avec lui, d'où l'importance du moment immédiat de la rencontre, le thérapeute devant garder à l'esprit qu'une rencontre entière, pleine et intégrale doit être maintenue le temps de la séance, mais ne peut être maintenue à l'infini.
Et Buber disait d'ailleurs, on ne peut vivre dans la seule présence, c'est-à-dire celle du « je tue », car elle nous dévorerait. Alors nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut révéler de soi et quelles seraient dans ce cadre les règles à suivre. Donc, concernant ces règles à suivre, en fait, le plus important pour le thérapeute est d'avoir en tête que le but de la révélation est l'établissement d'une relation authentique et que l'élément central de l'éros psychothérapique, c'est la sollicitude aimante, donc une affection orientée vers le bien-être d'autrui. Donc le dévoilement du thérapeute, il doit être complètement au service de la croissance de l'individu. Donc ça veut dire que toute révélation doit être subordonnée à cet adage. Ainsi, le thérapeute va garder pour lui certains éléments. Il ne dit rien qui soit destructeur pour l'individu. Il respecte le rythme de l'individu et celui de la thérapie. Et il identifie ce qu'un individu est prêt ou non à entendre. Donc le dévoilement du thérapeute doit bien sûr suivre un principe de retenue. Tout simplement, un dévoilement excessif pourrait entraîner une perte d'objectivité et c'est ce qui pourrait aussi entraîner des comportements irresponsables. Par exemple, le comportement irresponsable du thérapeute qui, en tant que personne réelle, a des rapports sexuels avec un patient, ce qui est toujours complètement destructeur pour le patient parce que dans une telle situation, le thérapeute ne suit pas les besoins du patient, il suit ses propres besoins. Et très souvent, il se justifie en rationalisant pitoyablement, en disant que le patient en avait besoin. Et à ce sujet, Yalop fait remarquer qu'il n'a jamais eu vent de thérapeute qui aurait eu des rapports sexuels avec un patient qui serait complètement dépourvu d'attrait. Et bien sûr, quand le thérapeute suit ses propres besoins, il fait peu de cas de la croissance de son patient. Alors, Yalom illustre de la façon suivante cette relation patient-thérapeute idéale et cette idée aussi de l'autodévoilement. Il dit, il est face à la patiente et donc la patiente rumine, est agaçante, dépourvue de tout attrait, fait des gestes repoussants, ne lui parle pas mais parle devant lui. Et lui, il a ses pensées qui errent, il s'interroge sur le temps qu'il reste et s'en blâme, il se demande pourquoi il l'évite et comment elle vit la situation avec lui. Et finalement, il lui pose la question. Il lui dit qu'il s'est senti loin d'elle durant les minutes passées et lui demande si elle a eu le même ressenti. Ils en parlent ensemble, il essaie de comprendre pourquoi ils ont perdu le contact et soudain, ils sont très proches. Elle n'est plus dénuée d'attrait et il éprouve de la compassion pour elle en tant qu'individu, pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle est peut-être déjà. Le temps file et la séance se termine trop vite. Nous avons terminé l'exploration de cette carte mentale sur l'isolement existentiel et la psychothérapie. Vous pouvez retrouver cette vidéo et la carte mentale associée à cette vidéo sur mon site drpneveu.free.fr en cliquant soit ici sur Psycho, soit sur l'onglet vidéo, puis vidéo de psychologie, et vous retrouvez ici cette carte mentale au format PDF. Je vous dis à bientôt pour une prochaine carte mentale dans laquelle nous explorerons l'absence de sens.